La ruée vers l'or est une source inépuisable de légendes. Dans les collines arides du Nevada, des hommes sont venus chercher fortune. Une poignée d'entre eux ont bâti des empires, mais la plupart ont mordu la poussière. Grâce à l'invention de chefs-d'œuvre technologiques, l'extraction minière d'or et d'argent a surtout contribué au progrès social. Venir à Virginia City au 19e siècle, c'est comme aller sur la Lune de nos jours. Après plusieurs années d'enquête, historiens et archéologues révèlent les secrets de Virginia City, un joyau du Far West. Je n'ai jamais vu un site archéologique comme ça. On se croirait presque à Pompéi ici, à Virginia City. Aujourd'hui, la réalité de l'Ouest américain apparaît bien plus fascinante que la légende. Virginia City est située à 2000 mètres d'altitude, dans un coin perdu des montagnes du Nevada. À son apogée, la ville compta jusqu'à 25 000 habitants. Ce fut l'un des plus grands centres économiques des États-Unis. Au XIXe siècle, cette cité industrielle pouvait rivaliser avec Londres et Paris dans un contexte plus original. Virginia était le siège d'une centaine de saloons et de dizaines de maisons closes, fréquentées par une population hétéroclite. Elle ressemblait à une cour des miracles en terre western. Seuls quelques vestiges rappellent ce glorieux passé. Virginia City ne compte plus que 800 habitants permanents et fait figure de ville-musée. Chaque année, l'ancienne cité minière attire des milliers de touristes. Nostalgiques ou simples curieux, ils viennent s'approprier une part de légende. Alors que la saison estivale s'achève, deux scientifiques préparent un projet d'envergure pour réhabiliter le passé de Virginia City. Kelly Dixon est archéologue. Son ambition, faire revivre l'esprit des saloons d'autrefois. Ron James étudie le passé de Virginia City depuis plus de 20 ans. Il connaît l'histoire officielle comme l'envers du décor. À ses heures perdues, Ron aime l'idée d'écorner le mythe des saloons et du Far West en général. Le saloon est une fenêtre sur le Far West, entre réalité et légende. Trop souvent, l'histoire nous donne une vision générale et superficielle du passé, basée sur les livres. Avec les découvertes archéologiques, on a une vision plus concrète de la réalité. Il est donc plus facile de voir à travers cette fenêtre. Le Far West est célèbre pour ses coups de feu et sa violence, mais les westerns classiques des années 40, 50 et 60 sont vraiment inexacts. John Ford avait coutume de dire « Dans l'Ouest, quand la légende dépasse la réalité, on imprime la légende ». Le réalisateur américain, comme ses confrères d'Hollywood, ont contribué à renforcer le mythe. Mais la réalité du Far West est ailleurs. Elle met en scène des gens ordinaires, éloignés du fantasme de héros à la John Wayne. Ici, pas de Colt ni de Winchester, juste un simple matériel de chercheur d'or. Et une solide détermination chevillée au corps. Mais la poussière d'or de la rivière Carson n'était pas suffisante. Il fallut prospecter ailleurs et s'aventurer dans les terres. L'histoire, la vraie, commence en 1859. James Finney, dont le surnom était Old Virginie, fit une découverte qui aurait pu changer sa vie. Dans cette terre stérile, Finney trouva une roche dure et riche en pépites. Old Virginie obtint le droit d'exploiter ce filon
dont il ne profita pas. 2 ans plus tard, un cheval fougueux le fit passer de vie à trépas. En sa qualité de conservateur du patrimoine historique du Nevada, Ron a accès aux archives de Virginia City. Ici, l'historien a passé de longues heures à traquer le moindre indice sur l'existence de James Finney et la véracité de sa découverte. C'est un des documents les plus anciens qui ait survécu à Virginia City. Un registre des achats et des ventes de concessions minières. Et ici, on trouve le nom de James Finney. On sait d'après ce document qu'il était analphabète. Il ne savait pas écrire son nom. Il est indiqué James Finney et il a mis une croix au milieu. À côté, sur cette page, on a les traces de toutes les transactions qui ont eu lieu. Les premiers mineurs, comme Old Virginie, considéraient les acheteurs comme des requins venus de Californie et qui étaient prêts à dépenser 6, 7, 10, 11, 12 000 $ pour ces concessions minières. 2 Irlandais, répondant au nom de Patrick McLaughlin et Peter O'Reilly, s'aventurèrent plus loin dans les collines en quête d'un gisement important. Six mois après la première découverte de James Finney, ils trouvèrent une roche de minerai de fer d'un noir bleuté. Ils décidèrent de faire analyser l'échantillon par un expert californien. Les premières analyses du minerai découvert en 1859 ont montré qu'avec une tonne de cette roche, on obtenait pour plus de 800 $ d'or, mais aussi 3 000 $ d'argent. L'argent se vendait à 1,60 $ l'once. La roche contenait donc une quantité fabuleuse d'or et d'argent. Le minerai de fer des 2 Irlandais contenait la plus grande concentration d'or et d'argent jamais mise au jour dans le monde. Un certain Henry Comstock leur disputa la propriété de la découverte. Seul ce dernier laissera son nom à la postérité en baptisant cette veine le filon Comstock. En cette année 1859, l'Amérique du Nord assista à la naissance d'une cité baptisée Virginia City, en l'honneur du premier prospecteur, Old Virginie. La nouvelle de ce filon se répandit comme une traînée de poudre, et ce coin perdu du Nevada vit sa population grimper en quelques mois. En 1860, 3000 mineurs affluèrent ici dévorés par cette fièvre de l'or. En un an, la population de Virginia City avait doublé, ce qui n'était pas sans poser un problème d'organisation. C'était très difficile de concevoir un environnement où on pouvait vivre et travailler sur un site aussi isolé que Virginia City. C'était loin de tout, à flanc d'une montagne. Durant le 19e siècle et une bonne partie du 20e, quand on trouvait un gisement en Australie ou en Afrique du Sud ou dans le Montana, on se servait de Virginia City comme modèle pour savoir comment acheminer du ravitaillement vers un lieu isolé, comment construire, comment faire arriver l'eau, comment faire arriver le bois. Tous ces problèmes logistiques étaient difficiles à gérer, mais ces pionniers étaient très ingénieux. Les immigrants de Virginia City surent déployer des talents d'ingéniosité pour bâtir et organiser la ville. Mais qui étaient-ils? De quel pays étaient-ils originaires? Je vais mettre mes lunettes pour mieux voir. C'était un endroit très cosmopolite. Ici, on peut voir dans une seule colonne l'Irlande, Baden en Allemagne, la Suisse, la côte ouest, qui bien sûr représentait la Californie, le Canada, la Pennsylvanie, l'Angleterre, le Michigan et là un autre anglais. Si on tourne la page, on peut voir ceci. Un gars chinois, Lou Mong, canton la Chine. La France, l'Irlande, la Nouvelle-Écosse. Donc la diversité était extraordinaire. Les habitants étaient fiers de voir que le monde entier était représenté à Virginia City. Les mineurs de Virginia City avaient besoin de s'équiper, de se nourrir et de se distraire.
La diversité des professions augmenta de façon significative. La ville compta jusqu'à 22 boulangers, 49 bouchers, 5 magasins de confection et même 2 vendeurs d'huîtres. Mais aussi des photographes, des acteurs et un personnage dont l'histoire littéraire se souviendra, Mark Twain. En 1861, quand la guerre civile éclata, Mark Twain s'engagea dans l'armée sudiste, qu'il quitta sans combattre, pour tenter sa chance au Nevada. Quand il arriva à Virginia City, il était encore connu sous son vrai nom, Samuel Clemens. Samuel Clemens espérait travailler pour le gouvernement, parce qu'il pensait que ce serait un moyen de gagner sa vie sans trop d'efforts. Il a choisi le secteur minier, mais il s'est vite rendu compte qu'il fallait travailler très dur, et il a gagné très peu d'argent. C'était un échec total. À Virginia City, Mark Twain se lança dans une carrière de journaliste local. Finalement, il est devenu journaliste pour le Territorial Enterprise. Il a découvert que le journalisme, surtout si on se fichait de la vérité, c'était très facile. Il suffisait simplement d'inventer les histoires qu'on voulait. Dans son livre intitulé « À la dure », Mark Twain décrivit d'une façon satirique l'objet de son travail. « Je m'enquille de mes devoirs auprès du rédacteur en chef, et il me dit de faire le tour de la ville, en posant toutes sortes de questions à toutes sortes de gens, de noter les informations ainsi réunies, puis de les rédiger en vue de leur publication. » En travaillant pour le Territorial Enterprise à Virginia City, Mark Twain a découvert l'art d'inventer des histoires farfelues. Cela a fait de lui un grand écrivain qui savait raconter de bonnes histoires savoureuses et pas toujours vraies. Il a appris à manier l'art du mensonge avec succès. À sa manière, Mark Twain contribua à installer la légende du Far West. Le journaliste avait une fâcheuse tendance à exagérer la réalité. Il écrivait ses articles en s'inspirant des ragots qu'il entendait dans les saloons. Il était toujours prêt à révéler un détail croustillant, au point d'être diffamatoire. Afin d'éviter une bagarre qui lui aurait été fatale, Mark Twain s'enfuit de Virginia City en 1863. Mais il faut relativiser les propos de Mark Twain. Quelle était la véritable identité de Virginia City? C'est sur le terrain que Kelly cherche de nouvelles sources d'informations. On sait qu'il y avait ici toute une série de saloons. Il y avait des pensions et beaucoup de maisons de passe. Il y avait même des enfants prostitués dans ce quartier à une certaine époque. Pendant les plus belles années de l'exploitation minière à Virginia City, 20 000 personnes au moins habitaient ici. Quand on regarde le paysage urbain aujourd'hui, il y a des bâtiments qui ont disparu. Les ruines de ces bâtiments, comme les objets personnels, doivent être quelque part, et ils sont là juste sous nos pieds. Les vestiges de cette ville ont rarement été étudiés. Ils pourraient apporter la réponse à des questions primordiales. Qui vivait à Virginia City? Que faisait-il ici? Et surtout, comment se sont-ils adaptés à ces conditions d'existence si rudes? Le site de Virginia City est un endroit terriblement aride. On ne trouve pas beaucoup d'eau ici. Et le filon Comstock a été découvert au milieu de tout ça. Il y a peu de chutes de pluie et de neige ici, et depuis toujours, on a du mal à trouver de l'eau. Mais les mineurs n'avaient qu'une seule idée en tête, exploiter les richesses de ces montagnes arides. Les prospecteurs creusaient des galeries sans tenir compte de leur sécurité, obsédés qu'ils étaient par la promesse d'or à profusion. Et leur rêve de fortune tourna au cauchemar. Le premier gros problème à résoudre a été d'empêcher la montagne de s'écrouler sur les mineurs.
En général, les filons aurifères sont très petits. Mais parce que l'or est très précieux, on peut travailler un filon pas plus large que sa main et en tirer un revenu substantiel. Le filon Comstock, en s'enfonçant dans la montagne, devenait de plus en plus important et s'étendait jusqu'à 20 mètres de large. Une simple traverse n'aurait pas suffi à sécuriser le filon. Elle se serait brisée. Philipp Deidesheimer, un ingénieur allemand intelligent et doué, a été embauché par la mine Hofer pour régler le problème de ces énormes cavernes creusées par les mineurs. Ils avaient donc besoin d'un système de soutien pour empêcher l'effondrement. Deidesheimer a inventé un système d'étayage en forme de cube. C'est devenu la référence dans l'industrie pendant 50 ans dans le monde entier. Ce système consistait en un ensemble de cubes modulaires. On pouvait les assembler dans toutes les directions. Si le filon allait vers le haut, on montait les cubes. Si le filon passait sur un côté, on les déplaçait sur le côté. On pouvait leur donner toute configuration pour remplir le vide créé par l'excavation des galeries. Philipp Deidesheimer n'était qu'un simple employé. Il aurait pu faire breveter son invention, mais il ne l'a pas fait. Et donc le système était libre de droit. Il n'a reçu que son salaire, mais rien des royalties et des millions qu'il aurait pu gagner. Dans les archives, Ron a retrouvé une pièce unique, un cadastre d'époque. Cette découverte pourrait aider Kelly à localiser un site de fouilles archéologiques. Et le livre se révèle être une source exceptionnelle. Il situe non seulement chaque habitation, mais il indique même la localisation d'un saloon. Ron remarque que l'ouvrage n'a pas encore livré tous ses secrets. Quand cela s'est-il passé? Ce n'est pas facile à déterminer parce que rien n'est daté. Mais en utilisant les dossiers de recensement et les registres, on s'est rendu compte qu'ils étaient classés par couleur. 3 couleurs différentes. Ce que Ron nous a aidé à comprendre, c'est que le Boston Saloon, à l'angle de la rue D et de Union Street, a été ouvert avant 1866, mais fermé avant 1875. Presque 9 ans, un véritable succès. À cette époque, un commerce ne tenait que quelques mois. C'est une chance pour nous, archéologues, d'avoir accès à ces archives. Nous pouvons maintenant nous mettre à creuser. Le Boston Saloon est le premier établissement que Kelly souhaite mettre au jour. Au fur et à mesure de l'exploration du site, sa confiance se renforce. Kelly a la conviction que le sol pourrait bientôt lui faire des révélations. C'est un des morceaux de coquilles d'huîtres qu'on trouve éparpillés sur la surface ici. Bien entendu, le Nevada n'est pas au bord de la mer et les huîtres arrivaient ici par voie ferrée. Grâce au chemin de fer, les habitants de Virginia City pouvaient acheter des produits frais en provenance de San Francisco. Virginia City était tellement riche que beaucoup de saloons servaient du champagne et des huîtres. En plus des coquilles d'huîtres, on peut voir des fragments de verre qui scintillent au soleil. C'est du verre de bouteille. Et là, c'est un morceau de verre à boire comme il y en avait dans les saloons. Donc, c'est un très bon endroit pour faire une fouille. On en trouvera sûrement plus. La première tâche de Kelly consiste à baliser le site en carrés d'égale surface. Chaque carré l'aidera à indiquer l'emplacement des objets mis au jour. En procédant à une fouille fine, elle verra ressurgir de terre des milliers de fragments de verre, de poteries et même des ossements.
De retour au laboratoire, Kelly veut analyser chaque pièce du puzzle. Afin d'obtenir une perception complète du Boston Saloon, elle doit identifier, énumérer, numéroter et archiver plus de 30 000 éléments en provenance du site. En assemblant plusieurs fragments de verre poli, l'archéologue fait une découverte étonnante. 130 ans après sa conception, cette simple bouteille écrit un nouveau chapitre de l'histoire d'une grande entreprise américaine. Hey Ron. Quelques jours plus tard, Kelly montre à Ron l'objet dont elle est si fière. J'ai contacté l'historien de chez Tabasco. Il était très enthousiaste en voyant des photos de cette bouteille. Il a dit que c'était un chaînon manquant dans la chronologie de leur bouteille. Très bien. Il paraît que l'étiquette en bas fut la première en relief qu'on ait mise sur une bouteille de ce style. Vraiment. Oui, ils ne savaient pas que ce type de bouteille existait et ils n'avaient aucune trace de livraison au Nevada. C'est génial. C'est super quand l'archéologie fait avancer l'histoire. En effet, c'est le seul exemple de ce genre. Les archives consultées par Ron révèlent que le propriétaire du Boston Saloon était un homme de couleur, William Brown. Il fit partie des rares Afro-Américains nés libres. Il fonda le Boston Saloon en 1864, un an avant que la fin de l'esclavage ne soit effective dans les États du Sud. Certains saloons servaient une nourriture épicée, notamment relevée par cette fameuse sauce et très prisée des clients de toutes origines. La véritable identité du saloon est bien plus étonnante que celle de la légende. Dans un endroit comme Virginia City se mélangeaient toutes les couches sociales, avec ses quartiers pauvres, ses quartiers de classe moyenne et ses quartiers aisés. Le saloon était un microcosme où on pouvait observer ce mélange, parce que les saloons accueillaient tout le monde. Quand on a commencé à examiner le site du Boston Saloon, le saloon afro-américain, on se demandait à quelle catégorie appartenait cet établissement. On a découvert qu'il y avait des objets assez sophistiqués. Ici, par exemple, on a un beau fragment de verre à pied, sans le pied, un verre à vin ou un gobelet. En sortant ces objets de la terre, toutes les idées stéréotypées que j'ai pu avoir sur les saloons ont disparu. J'avais appris dans les westerns hollywoodiens que les gens buvaient des whisky d'une traite ou à la bouteille et qu'ils se cassaient les bouteilles sur la tête. Je n'avais jamais imaginé tant de raffinement dans un saloon. Et cela vient du Boston Saloon, l'établissement afro-américain. Le saloon de William Brown fut sans doute l'un des plus prospères et raffinés de la ville. Mais tous les Afro-Américains venus chercher fortune au Nevada ne vivaient pas la même vie. Sur une communauté noire qui n'a jamais compté plus de 100 hommes, on recense des cuisiniers, des tailleurs, des barbiers, mais très peu de mineurs. Les mines du filon Comstock payaient les meilleurs salaires au monde, 4 $ pour 8 heures de travail. Mais les conditions étaient insupportables. Dans les profondeurs de la terre, là où le minerai était extrait, la température atteignait plus de 60 degrés. Une fois que la matière brute rejoignait la surface, elle était directement envoyée dans des broyeurs, d'où l'or et l'argent étaient retirés. Ces machines furent installées les unes derrière les autres. Ces usines constituaient d'énormes raffineries qui transformèrent Virginia City en un vaste centre industriel. Mais Virginia City, le joyau du Comstock, était sous l'emprise du caprice des montagnes. Combien de temps encore les métaux précieux couleraient-ils de ses entrailles? Les mineurs ne comprirent jamais la géologie de la région. En fait, la distribution naturelle des dépôts d'or et d'argent du filon Comstock
était inégale et imprévisible. Cette veine s'étendait sur 3 km de long pour une profondeur de plus de 20 à 30 mètres. Mais soudain, elle disparaissait complètement. L'histoire de Virginia City est jalonnée de périodes d'expansion et de récession. Une année, l'abondance en or était telle qu'il fallait embaucher au plus vite. Mais l'année suivante, le filon était épuisé et il fallait licencier. Les mineurs sans emploi n'avaient d'autre solution que de quitter la ville. La population de Virginia City fluctuait énormément. En 1865, elle comptait 15 000 habitants, mais seulement 8 000 âmes 2 ans après. Et plus de 20 000 dans les 12 mois suivants. Certains surent tirer profit de toutes les situations. En 1864, un nouvel établissement s'établit à Virginia City. C'était une filiale de la Banque de Californie. Son directeur était William Sharon, qui devint l'un des personnages les plus influents du Comstock. Sa réussite phénoménale était basée sur un procédé astucieux. La Banque de Californie offrait aux propriétaires de mines et de raffineries des prêts à faible taux pour investir dans l'entreprise. 2% d'intérêt mensuel était le taux standard, et cela attirait de nombreux clients. Mais ce que ces clients ne savaient pas, c'est que Sharon préparait un mauvais coup. William Sharon était impitoyable. Son rôle était de s'assurer que la moindre poussière d'or et d'argent extraite du filon Comstock revenait bien à la Banque de Californie. Et il y réussissait très bien. La plupart des mineurs et des propriétaires de raffineries d'or devinrent les clients de Sharon. Ce dernier détenait toutes les cartes en main pour influencer le marché. D'un côté, il jetait son dévolu sur une mine tout en s'assurant que, de l'autre, aucun raffineur n'achèterait le minerai. Il ne fallut pas longtemps aux propriétaires de la mine pour se retrouver avec une matière première qu'ils ne pouvaient écouler. William Sharon pouvait alors acquérir les exploitations pour une fraction de leur valeur. De cette façon, la majeure partie des mines tomba entre ses mains et celle de la Banque de Californie. L'industrie minière a laissé de nombreux vestiges monumentaux dans la région. Un grand nombre d'entre eux sont intacts plus d'un siècle après. Mais des 100 saloons qui s'élevaient à Virginia City, il ne reste pratiquement aucune trace. Grâce aux recherches de terrain menées par Kelly, les choses sont en train de changer. C'est un os. À l'emplacement du Boston Saloon, l'archéologue vient de trouver un nouvel indice. Un fragment d'os qui pourrait l'aider à mieux connaître les plats servis au Boston Saloon. Encore faut-il que ce soit vraiment de l'os. Alors ça a la même couleur qu'un os, mais ce n'en est pas un. Ça provient d'une pipe, le tuyau d'une pipe. En regardant de près, je peux voir des marques au bout, comme des traces de dents. Heureusement que j'ai mis mes gants. On va pouvoir tenter de faire un test ADN grâce à ces empreintes de dents. Raymond Grimsbaugh est médecin légiste à Portland, dans l'Oregon. En temps normal, il travaille sur des scènes de crime, où il est sollicité par la police pour traquer la présence d'ADN. Mais cette fois, il veut aider l'archéologue pour son enquête sur les saloons. Quand quelqu'un fume la pipe, on sait qu'il laisse des traces de salive sur le tuyau. Et c'est à partir de ces traces, si elles sont toujours là, qu'on va essayer d'extraire de l'ADN. On ne sait pas si on aura un résultat positif et si on pourra identifier qui que ce soit. Ça va dépendre de l'état de conservation ou de dégradation des éléments de la pipe. Voici le liquide à partir de ce qu'on a extrait de l'intérieur du tuyau de la pipe.
Voici notre ADN. L'échantillon d'ADN doit maintenant être amplifié. 24 heures plus tard, le résultat apparaît sur l'imprimante. Le légiste peut résoudre son enquête. On a trouvé le profil complet d'une personne de type féminin. On peut dire que c'est une femme qui utilisait cette pipe, et en laissant la trace de ses dents, elle y a laissé son ADN. 130 ans après sa disparition, la propriétaire de la pipe refait surface. Dans les archives de la ville, on trouve la présence de femmes et de familles. Mais le travail dans les mines était une activité d'hommes. Et ces derniers étaient majoritaires à Virginia City. Les mineurs, éreintés par cette quête de l'or, fréquentaient les saloons pour se distraire. C'était le lieu de rendez-vous d'une grande partie de la population. Les saloons étaient pour les mineurs un lieu de convivialité. Très souvent, les mineurs qui venaient dans l'Ouest étaient des hommes seuls et célibataires. Quand ils ne travaillaient pas, ils venaient là pour voir du monde. Le saloon devenait un havre où l'on pouvait se détendre et beaucoup de ces débits de boissons offraient une compagnie féminine. Quelques-uns étaient des dansignes où l'on payait pour danser avec une femme et dans ces endroits-là, un verre coûtait très cher. D'autres établissements proposaient une compagnie d'un genre plus intime, c'est-à-dire de la prostitution dans les arrière-salles ou à l'étage. Certaines prostituées travaillaient à leur compte. D'autres œuvraient dans des maisons de passe. Une grande partie de la communauté considérait ces femmes de mauvaise vie comme une nuisance publique. Les épouses et les mères de famille menaient de front leurs activités domestiques et professionnelles. Elles étaient serveuses, cuisinières ou enseignantes. La vie était paisible à Virginia City. Contrairement au mythe d'Hollywood, Virginia City n'était pas réputée pour ses crimes de sang et ses exécutions publiques. La plupart des gens enterrés au cimetière de la ville moururent de maladie ou en raison d'un accident dans les mines. Les mineurs étaient des hommes courageux et durs à la tâche. Une seule chose les effrayait, le feu. Le matin du 7 avril 1869, un groupe d'hommes travaillait à 250 mètres de profondeur dans la mine Yellow Jacket. Ils furent emprisonnés par le feu et périrent asphyxiés sans aucune échappatoire. Ce fut l'incident le plus dramatique de toute l'histoire du Comstock. Dans ces archives du cimetière de Gold Hill, on peut mesurer l'ampleur du désastre de la mine de Yellow Jacket en 1869, quand environ 35 mineurs ont été tués. Tous les corps ont été retrouvés, ou presque, et on les a enterrés à Gold Hill. On voit leurs noms ici. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il y avait des gens de Cornouailles, d'Irlande, du Canada, de l'Amérique du Nord, qui travaillaient tous ensemble. Et ils sont morts tous ensemble, à cet instant terrible quand la mine s'est effondrée. Le désastre causé par l'incendie de la mine propulsa Adolphe Sutro au devant de la scène. L'ingénieur allemand loua l'opéra de Virginia City et répéta son discours. Il commencerait par blâmer William Sharon et les méthodes utilisées par la Banque de Californie. Puis, il exposerait son idée de creuser de manière plus efficace et plus sûre. Mais il avait besoin d'argent. Ce discours convaincrait-il les mineurs d'investir dans un tel projet? Adolphe Sutro proposait de construire un tunnel de 6247 mètres de long qui relierait les mines du Comstock à la Carson Valley. Ce passage pourrait être utilisé pour le transport de la matière première. Et en cas d'incendie dans les mines, le tunnel de Sutro pourrait servir à évacuer sans risque les prospecteurs.
À la fin de son discours à l'Opéra, les problèmes financiers de Sutro furent résolus. La compagnie minière décida de le soutenir dans son projet. Les mineurs donnèrent 50 000 $ et les grands travaux commencèrent. En 5 semaines, 9 hommes travaillèrent et parvinrent à percer la roche sur 77 mètres. Mais Sutro manqua à nouveau d'argent et il n'était plus du tout sûr que la construction du tunnel s'achèverait. À tort. Aujourd'hui, l'entrée du tunnel est cachée loin de Virginia City. Le chef-d'œuvre d'Adolphe Sutro est maintenant sur une propriété privée, loin des sites touristiques. Le temps a fait son œuvre et la nature reprend peu à peu ses droits. Il finira un jour par être oublié de tous. Pendant 9 ans, les mineurs avaient travaillé à la construction du tunnel vers Virginia City. Plus ils avançaient, plus la roche devenait dure et plus la chaleur augmentait. Le creusement de ce tunnel était un travail très difficile. Ils savaient qu'à la fin, ils arriveraient à l'endroit demandé, à quelques centimètres de là où les ingénieurs leur avaient dit de creuser. Ils ont débouché dans le couloir d'une autre mine, à une profondeur de plus de 450 mètres. Et la différence de pression de l'air a déclenché une explosion. Le souffle a duré une demi-heure avant que la pression ne se stabilise. Finalement, 17 ans après le début de la construction, le tunnel entra en fonction. Mais il était trop tard pour avoir un véritable impact. La majeure partie du minerai avait été exploitée. Pour Virginia City, c'était déjà le début de la fin. La fouille du Boston Saloon est maintenant terminée. Ron et Kelly décident d'ouvrir un second chantier sur un site prestigieux, le Piper's Old Corner Bar. Ce saloon est situé au sous-sol du Piper's Opera. Le théâtre, qui vit se produire les gloires de l'époque, a peu changé depuis sa construction au XIXe siècle. Cette cave est utilisée comme pièce de rangement par la direction du théâtre. Pour Kelly, ce lieu mystérieux est une grotte pleine de trésors cachés. Ici, les rêves de l'archéologue deviennent réalité. Je pense que je n'ai jamais vu une chose pareille. Un site archéologique aussi bien conservé. C'est très proche de ce que l'on peut trouver à Pompéi, sachant qu'ici aussi tout a brûlé. Là, on devine les objets qui étaient à la surface. Ça va être passionnant. Il faudra plusieurs mois pour fouiller depuis le niveau du sol jusque sous le théâtre lui-même. C'est sans compter tout le travail de laboratoire qui attend l'archéologue. Chaque fragment devra être identifié et replacé dans son contexte. Comme vous pouvez voir, il y a une couche bien visible par là, noire et grise, qui provient d'un incendie. En 1875, le feu a embrasé Virginia City. Là, je suis au niveau de la couche des dépôts qui date d'avant l'incendie, et donc qui se trouve sous cette couche de cendres. Vous voyez le fond d'une bouteille dans le mur. C'est peut-être une bouteille entière. Il faudrait la dégager un peu plus pour pouvoir l'extraire. Au laboratoire de restauration, Kelly est assistée de Calvin Dillon. Sa tâche consiste à identifier chaque morceau de poterie et à reconstituer la pièce telle qu'elle était. C'est un travail fastidieux qui nécessite de la concentration et des semaines de patience. Hello, Cal. Hi, Kelly. How you doing? Good. How far are you on that tray? All right. Le travail de laboratoire est essentiel. Un objet auquel on pourra redonner sa forme d'origine peut permettre d'en savoir plus sur les saloons que des centaines de fragments éparpillés. Parfois, Kelly et son équipe redonnent vie à des pièces exceptionnelles.
C'est un des chefs-d'œuvre qu'on a récupéré du Saloon Pipers. Il n'est pas sorti de terre tel quel. C'était en plusieurs morceaux. Si je soulève le couvercle, vous voyez qu'il a dû être entièrement recollé, tout comme le réservoir du haut. C'est un filtre à eau. On peut lire ici un filtre de charbon moulu, breveté, le nom de la société, l'adresse de la société, 62 Fleet Street à Londres. Mais c'est aussi une œuvre d'art qui en dit long sur le degré de raffinement d'un lieu comme le Piper's Old Corner Bar et plus généralement sur l'importance du saloon dans une ville minière. La qualité de l'eau dans les endroits comme Virginia City était très mauvaise. Elle contenait de l'arsenic et les gens tombaient gravement malades s'ils buvaient l'eau d'ici. Donc, pour traiter l'eau, on utilisait des objets comme celui-là. On ne se doutait pas de cette pratique avant la découverte de ce filtre. Bien sûr, c'est un chef-d'œuvre, mais c'est surtout une information capitale pour comprendre la vie de tous les jours dans une ville minière. À Virginia City, l'alimentation en eau n'était pas le seul problème. Le transport en était un également, tout aussi primordial. Il fallait pouvoir transférer l'or et l'argent vers la Californie voisine et approvisionner la ville en marchandises de première nécessité. Afin de conforter son monopole sur les mines du Comstock, William Sharon voulait aussi contrôler le transport de Virginia City vers la vallée. Mais ce n'était pas là l'unique raison. Déclarée en 1861, la guerre civile ne cessait de s'étendre. En 1864, le Nevada devint le 35e État des États-Unis d'Amérique. Le gouvernement avait besoin de plus en plus d'or et d'argent pour soutenir l'effort de guerre. Il fallait faire vite pour désenclaver Virginia City. William Sharon décida de bâtir un chemin de fer. La construction de la voie ferrée était vraiment difficile. À cause du dénivelé important entre Carson City dans la vallée et Virginia City dans les montagnes, il fallait aménager toute une série de tournants et de virages, l'équivalent de 37 tours complets pour atteindre le sommet. En plus, il fallait percer plusieurs tunnels. Bref, c'était très compliqué, entre les ponts, les tunnels et les virages, mais ils ont réussi parce qu'ils étaient les maîtres de l'ingénierie au XIXe siècle. Dans les mines, il fallait descendre encore plus bas pour extraire le minerai. Il devint de plus en plus difficile de creuser tant la roche devenait dure. Il fallut inventer de nouveaux outils. La révolution industrielle était en marche. En 1872, on a inventé la perceuse Burley, qui utilisait l'air comprimé et qui a permis d'accélérer le processus de forage. On l'a d'abord expérimentée, puis elle est devenue le modèle de toute l'industrie du Comstock et puis du monde entier. Au début du développement du Comstock, les mineurs utilisaient une poudre noire qui n'était pas très efficace et difficile à manier. Mais quand Nobel a inventé la dynamite, ils ont commencé à l'employer. Ils étaient parmi les premiers du secteur minier dans le monde à l'expérimenter et ils l'ont trouvé très fiable. La fouille du Piper's Saloon révèle chaque jour de nouveaux éléments. Et Kelly retrouve peu à peu l'ambiance des saloons d'autrefois. Voici quelques touches de piano qui proviennent du Piper's Saloon. C'est tout ce qu'on a trouvé. Peut-être que le reste du piano a brûlé dans l'incendie. Ce qui est intéressant en déterrant ce genre d'objets, c'est d'imaginer aussi l'ambiance du saloon. Les légendes ont fait des saloons des établissements bruyants où l'alcool coulait à flot, au son des bastringues. En réalité, c'était aussi des restaurants où l'on venait dîner en famille,
Cette clientèle pouvait même se contenter de ne consommer que de l'eau, mais pas n'importe laquelle. C'est une bouteille d'eau minérale d'Allemagne. On a trouvé d'autres fragments de bouteilles similaires, mais celle-là est intacte. Apparemment, il y en a environ 80. On les a trouvés dans une cave à 2 mètres de profondeur sous le saloon. Il est intéressant de voir que l'Allemagne exportait cette eau jusqu'au Far West, et on en a la preuve ici, au saloon. La fouille du Piper's Old Corner Bar a permis de mettre au jour plus de 100 000 fragments de verre, de métal et de poterie. Ces vestiges du passé permettent de mieux comprendre le mode de fonctionnement de ces établissements, où la population venait se divertir. L'un des habitués du Piper's Saloon habitait à quelques centaines de mètres en contrebas de la route. Cette maison appartenait à un Irlandais nommé John McKee, qui fut l'un des personnages parmi les plus influents du Comstock. À lui seul, il incarne le rêve américain. John Mackey est perçu comme l'archétype du simple mineur. Il joue un rôle important dans l'histoire locale parce qu'il est la preuve même qu'un simple mineur pouvait devenir multimillionnaire et ne pas se laisser griser. Jusqu'à sa mort, il est resté un homme bon et respectable, connu pour sa philanthropie et son humilité. C'est surtout sa découverte à la Virginia Consolidated Mine qui en fit une légende. John Mackey a deviné qu'il pouvait y avoir un gisement à cet endroit précis. Il y avait là plusieurs filons importants, mais rien n'avait été découvert jusqu'alors. John McKee voulait cette mine, mais elle était sous le contrôle de William Sharon. Et ce dernier n'avait aucun intérêt à se dessaisir d'une aussi belle affaire. Pourtant, c'est bien ce qui se passa. John McKee et ses associés devinrent actionnaires majoritaires de la mine dans le plus grand secret, sur le marché boursier de San Francisco. John Mackey et ses partenaires ont acheté cette concession pour très peu d'argent. Ils ont suivi la ligne de faille avec ses traces très peu visibles et en creusant, ils sont tombés en 1873 sur ce qu'on appelle le Big Bonanza, une énorme masse de minerais aux proportions légendaires. On n'avait jamais rien découvert de tel jusque-là et ils sont devenus millionnaires quasiment du jour au lendemain. Les fouilles du Boston Saloon, comme du Piper's Old Corner Bar, ont révélé plus de 300 000 objets. Certains sont uniques et leur valeur est inestimable. Ces fragments du passé ont permis de retrouver la véritable identité du Far West. L'archéologie nous a permis de porter un regard différent sur le saloon, élément central de la légende du Far West, mais assez méconnu en réalité. La légende, c'est bien, mais les documents historiques ont apporté de nouvelles informations. Et c'est l'archéologie qui nous a ouvert les yeux sur l'importance de cette institution mondialement célèbre. William Sharon poursuivit une carrière politique et devint sénateur du Nevada, où il officia de 1885 à 1895. Adolphe Sutro vendit sa société du tunnel en faisant un joli bénéfice. Il émigra à San Francisco, où il fut élu maire en 1886. John McKee fut sans conteste le roi du filon Comstock et, de fait, le dernier à quitter Virginia City en 1895. Il fut l'un des hommes les plus riches du monde. Il possédait les 2 principales compagnies de câbles et de télégraphe, plusieurs chemins de fer et des propriétés des 2 côtés de l'Atlantique. Toute cette richesse est issue des montagnes du Nevada. Au total, cela représente des centaines de tonnes d'or et d'argent,
sur une période de 75 ans. C'est la plus grande concentration de métaux précieux jamais découverte nulle part au monde. L'histoire de Virginia City a offert ses lettres de noblesse au Far West. Les jours de gloire sont terminés, mais le joyau du Comstock Lode continue de marquer de son empreinte la mémoire collective. Virginia City était célèbre pour ses innovations technologiques. Sous terre, ils ont inventé le système d'étayage en cube. Ils ont été les premiers à utiliser la dynamite. Virginia City a été la ville minière type du 19e siècle. Et cela était vrai aussi en surface. La construction de la voie ferrée, devant tenir compte des contraintes du terrain, a été un exploit de l'ingénierie. À tout point de vue, venir à Virginia City au 19e siècle, c'était comme aller sur la Lune pour nous. Mark Twain décrivait Virginia City comme la ville la plus vivante pour son âge et sa population que l'Amérique eût encore produite. Il s'avère que, pour une fois, ce jugement n'était peut-être pas une exagération.